Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'une des affaires criminelles les plus troublantes de France, l'affaire du petit Grégory Villemain. Cette histoire, qui débute le 16 octobre 1984 dans les Vosges, va captiver et diviser l'opinion publique française pendant des décennies. Grégory Villemain n'avait que 4 ans lorsqu'il a été retrouvé mort dans la Vologne, une rivière des Vosges. Mais cette tragédie n'était que le début d'une affaire complexe, marquée par des lettres anonymes, des accusations croisées, des erreurs judiciaires et des rebondissements inattendus qui continuent encore aujourd'hui. Cette affaire illustre parfaitement comment un drame familial peut se transformer en feuilleton médiatique national, révélant les dysfonctionnements de la justice française des années 80. Elle soulève des questions fondamentales sur l'enquête policière, le rôle des médias et la présomption d'innocence. Aujourd'hui, près de 40 ans après les faits, l'affaire Grégory reste officiellement non résolue, malgré les nombreuses pistes explorées et les avancées de la science criminalistique moderne. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord connaître le cadre dans lequel elle s'est déroulée. Nous sommes dans les Vosges, à l'Épange-sur-Vologne, un petit village de quelques centaines d'habitants où tout le monde se connaît. C'est un territoire rural, traditionnel, où les liens familiaux sont forts, mais où les rancunes peuvent aussi perdurer des générations. Au cœur de cette histoire, la famille Villemain. Jean-Marie Villemain, 25 ans, ouvrier dans une usine textile, et son épouse Christine, 23 ans. Ils ont 2 enfants, Grégory, 4 ans, et son petit frère, né quelques mois plus tôt. Jean-Marie est décrit comme un homme travailleur, ambitieux, qui a gravi les échelons professionnels plus rapidement que certains membres de sa famille élargie. Cette réussite relative va créer des tensions. Dans cette région marquée par les difficultés économiques, la jalousie familiale couve. Les oncles et cousins de Jean-Marie ne voient-ils pas d'un bon œil sa promotion au poste de contremaître? Ces tensions vont s'exprimer à travers une série de lettres anonymes et de coups de téléphone menaçants. Bernard Laroche, cousin germain de Jean-Marie, âgé de 29 ans, vit dans le même village. Marié, père de famille, il entretient des relations compliquées avec la branche Villemain. Il sera rapidement pointé du doigt comme l'auteur présumé des lettres de menace. Marie-Ange Laroche, sa belle-sœur et épouse d'un autre cousin, jouera également un rôle central dans cette affaire. Ces protagonistes, unis par des liens familiaux complexes, vont se retrouver pris dans un engrenage tragique dont ils ne sortiront jamais vraiment indemnes. L'affaire Grégory ne commence pas avec la mort de l'enfant, mais bien avant, avec une série de lettres anonymes et de coups de téléphone qui harcèlent la famille Villemain. Ces menaces débutent en 1983, soit plus d'1 an avant le drame. Les premiers courriers sont adressés à Jean-Marie Villemain. L'auteur, qui se fait appeler Le Corbeau, écrit dans un français approximatif, parsemé de fautes d'orthographe. Le ton est menaçant, haineux. Les lettres évoquent la jalousie professionnelle, reprochent à Jean-Marie sa promotion, sa réussite. « Tu n'auras pas ta place longtemps », peut-on lire dans l'une d'elles. Progressivement, les menaces s'intensifient et deviennent plus personnelles. Le Corbeau s'en prend à Christine, l'épouse de Jean-Marie, puis aux enfants. « J'aurai ta peau et celle de tes enfants ?» menace-t-il. Ces lettres révèlent une connaissance intime de la vie familiale des Villemain. Leurs horaires, leurs habitudes, leurs déplacements. L'auteur sait que Jean-Marie part tôt le matin, que Christine reste seule avec les enfants.
Aux lettres s'ajoutent des coups de téléphone anonymes. Une voix déformée, que les Villemains finiront par reconnaître, profère des menaces de plus en plus précises. L'appelant semble surveiller la famille, commentant leurs allées et venues, leurs visites. Cette surveillance constante crée un climat de peur et de paranoïa. Jean-Marie Villemain porte plusieurs fois plainte, mais les enquêtes piétinent. Les gendarmes locaux semblent dépassés par cette affaire de harcèlement familial qu'ils peinent à prendre au sérieux. Les lettres s'accumulent, les appels se multiplient, mais aucune mesure de protection n'est mise en place. Le 16 octobre 1984, les menaces vont tragiquement se concrétiser. Ce jour-là, Christine Villemain s'absente quelques heures pour emmener son bébé chez le médecin à Épinal. Elle laisse Grégory chez ses beaux-parents à l'Épange. Vers 17h30, elle revient chercher son fils, mais Grégory a disparu. Monique et Albert Villemain, les grands-parents, affirment l'avoir vu jouer dans la cour vers 17h15. 15 minutes plus tard, l'enfant s'est volatilisé. L'escalade des menaces trouve son aboutissement dans l'enlèvement, puis l'assassinat du petit Grégory, transformant définitivement cette affaire de harcèlement familial en crime de sang. Le 16 octobre 1984 vers 21h15, un pêcheur fait une découverte macabre dans la Vologne, près de Docelles, à plusieurs kilomètres de l'Épange. Le corps du petit Grégory flotte à la surface de l'eau, pieds et poings liés par des cordes. L'enfant porte encore son blouson rouge et ses chaussures. L'autopsie révélera qu'il est mort noyé, mais qu'il était encore vivant lorsqu'il a été jeté à l'eau. L'émotion est immense. Cette découverte confirme les pires craintes de la famille Villemain et transforme une disparition inquiétante en meurtre d'enfants. La gendarmerie locale, rapidement dépassée par l'ampleur de l'affaire, doit faire appel à des renforts. Plusieurs unités d'élite de la police judiciaire sont dépêchées sur place. L'enquête révèle rapidement que Grégory a été enlevé dans la cour de ses grands-parents entre 17h15 et 17h30. Plusieurs témoins affirment avoir vu une voiture inconnue rôder dans le secteur. Les enquêteurs établissent que l'enfant a été transporté vivant jusqu'à la Vologne, ligote, puis jeté dans la rivière. Une lettre anonyme arrive chez les Villemain le lendemain du crime. « J'ai eu ta gosse », écrit le Corbeau, avec la même écriture approximative que les précédents courriers. Cette lettre constitue un élément crucial. Elle établit le lien direct entre le harceleur anonyme et le meurtre de Grégory. Les investigations se concentrent naturellement sur l'entourage familial des Villemain. Les enquêteurs interrogent tous les proches, collectent les témoignages, analysent les emplois du temps. Ils cherchent à identifier qui, dans cette famille élargie, pouvait connaître si intimement les habitudes des Villemain et nourrir une telle rancœur. Parallèlement, une analyse graphologique est demandée sur les lettres anonymes. Les experts tentent d'identifier l'auteur par son écriture, malgré les tentatives de déguisement. Les enquêteurs font également appel aux nouvelles techniques de l'époque, notamment l'analyse vocale des enregistrements téléphoniques. Cette phase initiale de l'enquête va durer plusieurs semaines, marquée par de nombreux témoignages contradictoires et par l'émergence progressive du nom de Bernard Laroche comme suspect principal. Mais les enquêteurs sont encore loin de s'imaginer les rebondissements que va connaître cette affaire. Bernard Laroche, cousin germain de Jean-Marie Villemain, devient rapidement le suspect numéro 1 de l'affaire Grégory.
Plusieurs éléments convergent vers lui dans les premières semaines de l'enquête. D'abord, sa belle-sœur Marie-Ange Laroche fait des révélations troublantes aux enquêteurs. Selon elle, Bernard aurait avoué être l'auteur des lettres anonymes et du meurtre de Grégory. Cette accusation, portée par un membre de sa propre famille, ébranle immédiatement sa défense. Les enquêteurs découvrent que Bernard Laroche connaissait parfaitement les habitudes de la famille Villemain. Il savait que Christine s'absentait régulièrement pour emmener son bébé chez le médecin, laissant Grégory chez ses beaux-parents. Cette connaissance intime des emplois du temps familiaux cadre parfaitement avec le profil de l'auteur des lettres de menaces. L'analyse de son. Emploi du temps le 16 octobre révèle des zones d'ombre. Bernard Laroche affirme avoir travaillé normalement ce jour-là, mais plusieurs témoins remettent en question sa version. Certains prétendent l'avoir vu s'absenter de son poste de travail aux heures critiques. De plus, sa personnalité correspond au profil psychologique esquissé par les enquêteurs. Bernard Laroche est décrit comme jaloux de la réussite de son cousin Jean-Marie, amer de n'avoir pas bénéficié des mêmes opportunités professionnelles. Cette jalousie familiale pourrait constituer le mobile du crime. Le 5 novembre 1984, moins de 3 semaines après le meurtre, Bernard Laroche est arrêté et mis en examen pour enlèvement et assassinat. Cette arrestation semble clore rapidement l'enquête et rassurer l'opinion publique. Mais cette satisfaction sera de courte durée. Les avocats de Bernard Laroche contestent immédiatement les accusations, dénonçant une enquête bâclée et des témoignages peu fiables. Ils annoncent leur intention de prouver l'innocence de leur client. Le 29 mars 1985, l'affaire Grégory connaît un rebondissement dramatique qui va la transformer définitivement. Ce jour-là, vers 11h30, Jean-Marie Villemain se rend au domicile de Bernard Laroche à Aumontzey. Il transporte avec lui un fusil de chasse calibre 12. Quand Bernard Laroche sort de chez lui, Jean-Marie Villemain tire à bout portant. Bernard Laroche s'effondre, mortellement blessé. Il succombera quelques minutes plus tard, devant sa femme et ses enfants terrifiés. Jean-Marie Villemain se constitue immédiatement prisonnier auprès de la gendarmerie. Ce geste désespéré s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, Bernard Laroche vient d'être libéré sous contrôle judiciaire le 4 février 1985, après 3 mois de détention provisoire. Cette libération a été vécue comme un camouflet par la famille Villemain, qui y voit un signe d'impunité. Ensuite, Jean-Marie Villemain découvre progressivement les failles de l'enquête. Les preuves contre Bernard Laroche lui paraissent fragiles, les témoignages contradictoires. Il commence à douter de la culpabilité de son cousin et s'interroge sur l'identité du véritable meurtrier de son fils. Cette incertitude le ronge. Père désespéré, Jean-Marie Villemain ne supporte plus l'idée que l'assassin de Grégory puisse échapper à la justice. Il décide de faire justice lui-même dans un geste qu'il qualifiera plus tard de pulsion paternelle irrépressible. Le meurtre de Bernard Laroche bouleverse complètement l'affaire Grégory. Il prive les enquêteurs d'un suspect majeur et soulève de nouvelles questions. Si Bernard Laroche était innocent, qui a alors tué Grégory? Et pourquoi Marie-Ange Laroche l'a-t-elle accusé à tort? Jean-Marie Villemain est mis en examen pour meurtre. Il sera finalement condamné à 5 ans de prison avec sursis en 1993, la Cour reconnaissant les circonstances exceptionnelles de son geste. La mort de Bernard Laroche oblige les enquêteurs à reprendre l'affaire depuis le début. De nouvelles investigations sont menées, de nouveaux témoignages recueillis. Progressivement, les soupçons se portent sur une personne jusqu'alors au-dessus de tout soupçon,
Christine Villemain, la mère de Grégory. Cette nouvelle piste naît d'une série d'incohérences dans le témoignage de Christine. Plusieurs témoins remettent en question sa version des faits concernant l'emploi du temps du 16 octobre. Des zones d'ombre apparaissent dans son récit, des contradictions émergent entre ses différentes déclarations. L'hypothèse d'un infanticide, maternelle aussi choquante soit-elle, commence à prendre corps. Certains enquêteurs avancent que Christine aurait pu tuer son fils dans un moment de détresse psychologique, puis maquiller le crime en enlèvement pour détourner les soupçons. Cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments troublants. D'abord, Christine était la seule personne à connaître parfaitement les habitudes familiales et les emplois du temps. Ensuite, elle avait accès à l'enfant et la possibilité matérielle de commettre le crime. Enfin, certains témoignages suggèrent qu'elle traversait une période difficile, épuisée par la garde de 2 jeunes enfants et le harcèlement du corbeau. Le 5 juillet 1985, Christine Villemain est mise en examen pour meurtre de son fils. Cette accusation provoque un séisme médiatique et divise profondément l'opinion publique. Comment une mère pourrait-elle tuer son propre enfant de 4 ans? Jean-Marie Villemain clame l'innocence de sa femme et dénonce un acharnement judiciaire. L'accusation repose essentiellement sur des présomptions et des incohérences de témoignages, sans preuve matérielle décisive. Christine Villemain sera finalement mise hors de cause en février 1993, faute de charges suffisantes. Près de 40 ans après la mort du petit Grégory, l'affaire reste officiellement non élucidée. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, fermées, puis rouvertes, au gré des rebondissements et des nouvelles techniques d'investigation. En 2017, l'affaire connaît un nouveau développement avec l'arrestation de Marcel et Jacqueline Jacob, oncle et tante de Jean-Marie Villemain. Les analyses ADN pratiquées sur les liens ayant servi à ligoter Grégory révèlent des traces génétiques compatibles avec celles de Jacqueline Jacob. Mais ces analyses ne permettent pas d'établir sa culpabilité de manière formelle. Muriel Boll, cousine des protagonistes qui étaient mineurs à l'époque des faits, a également été mise en examen en 2017. Ces témoignages contradictoires, au fil des années, ont alimenté toutes les hypothèses sans jamais permettre d'établir la vérité. L'affaire Grégory illustre parfaitement les défaillances du système judiciaire français des années 80, enquêtes bâclées, fuites dans la presse, erreurs de procédure, médiatisation excessive. Elle a profondément marqué l'opinion publique et transformé la famille Villemain en symbole de l'injustice subie. Cette affaire soulève des questions essentielles sur la justice, les médias et la vérité. Elle montre comment un drame familial peut dégénérer et détruire plusieurs vies. Jean-Marie et Christine Villemain ont perdu leur fils, leur intimité, leur tranquillité. D'autres membres de la famille ont été brisés par les accusations et les soupçons. Aujourd'hui encore, le petit Grégory n'a pas trouvé justice. Son meurtrier court toujours, quelque part dans les Vosges ou ailleurs. Cette affaire reste une blessure ouverte pour la famille Villemain et un mystère pour la justice française, rappelant que certaines vérités peuvent rester enfouies à jamais.